Dans cette vidéo, nous attaquons le chapitre sur les suites numériques. Quand on dit suite numérique, c'est une suite de nombres, donc soit une suite de réels, soit éventuellement une suite de nombres complexes. On peut bien sûr imaginer des suites de tout ce qu'on veut, des suites de matrices, de polynômes ou de fonctions. Donc là, on se concentre vraiment sur les suites numériques. C'est un chapitre qui n'est pas dans la continuité de ce qui a été fait en terminale, parce que en terminale, on a utilisé, que ce soit pour les suites ou les fonctions, la notion de limite, sans réellement la définir. Alors, certains professeurs donnent une définition rigoureuse de ce qu'est une limite à leurs élèves pour la culture, mais cette définition ne constitue pas la base du cours et la base des démonstrations. On utilise en terminale une vision avant tout intuitive de ce qu'est une limite, et les théorèmes que l'on énonce, on ne les démontre pas. À la limite, on les constate numériquement ou on en donne une description, une explication de façon à les rendre les plus naturelles possibles. Ici, ce n'est pas ce que nous allons faire. On va réellement donner une définition rigoureuse à la notion de limite, à la notion de convergence d'une suite, également au fait de tendre vers plus l'infini. Et à partir de cette définition, on va démontrer les théorèmes. Alors on va démontrer certains théorèmes qui sont donc déjà connus, comme par exemple le théorème de la limite monotone ou alors le théorème des gendarmes, mais aussi introduire de nouveaux théorèmes. Ce qui est intéressant, c'est que ce cheminement intellectuel qui a été fait entre le lycée et la prépa ressemble un peu au cheminement intellectuel qui a eu lieu historiquement dans l'histoire des mathématiques, puisque la définition de la limite qu'on utilise actuellement, en fait, elle est proposée au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, par un mathématicien français, Cauchy. Et au moment où il propose cette définition, ça fait des décennies et des décennies qu'on utilise déjà la notion de limite. Mais on l'utilise sans réelle définition. On l'utilise en fait en utilisant des concepts pseudo-scientifiques et pseudo-philosophiques, notamment la notion d'infini. On va dire à l'infini, cette suite, elle vaut ceci, elle vaut cela. Ou alors, à l'inverse, si je prends une quantité infiniment petite, que j'appelle dx, alors on a ceci, on a cela, etc. Donc, des choses qui éventuellement parlent à l'imagination et qui peuvent donner une certaine intuition des choses, mais qu'on ne peut pas dire être des objets mathématiquement bien définis. Donc Cauchy, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, moi je vais définir ce qu'est la limite en utilisant des notions qui sont tout à fait terre à terre. Et notamment, il n'y a absolument pas de notion d'infini. À la suite de cette définition, au XIXe siècle, ce qu'on fait, c'est qu'on reconstruit l'analyse, en quelque sorte, on lui donne des bases solides. Au passage, on se rend compte parfois qu'on avait dit des bêtises, que certaines choses crues étaient fausses. Et puis surtout, on introduit des notions qui sont conceptuellement plus subtiles, plus élaborées en analyse. C'est aussi ce qu'on va faire dans ce chapitre, puisque certaines nouvelles notions vont apparaître, et puis également c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant, puisque les autres chapitres d'analyse vont être dans le prolongement et dans la même logique intellectuelle que ce chapitre sur les suites. Donc ce chapitre constitue en quelque sorte un nouveau départ dans la compréhension de l'analyse dans le programme de prépa. Malgré tout, et puisque c'est un chapitre d'analyse, on va continuer à développer les trois grandes capacités de l'analyse, à savoir calculer, majorer et dessiner. Ces trois capacités restent et resteront le nerf de la guerre. Avant de parler de suite, il faut qu'on s'intéresse un tout petit peu à l'ensemble des réels, l'ensemble grand R. Et dans cette vidéo, on va énoncer ce qu'on appelle la propriété de la borne supérieure dans grand R, qui est une propriété très fondamentale de l'ensemble grand R. La borne supérieure, c'est quelque chose qui se rapporte à une partie de R et qu'on pourrait décrire comme étant le majorant optimal d'une partie de R. Mais avant justement de pouvoir parler de ce qu'on appelle un majorant optimal, il faut déjà qu'on définisse ce qu'est un majorant d'une partie de R, et c'est ce qu'on va faire dans la définition qu'on a sous les yeux. Donc définition, expliquons ce qu'on appelle une partie majorée, une partie minorée et une partie bornée de R. Dans cette définition ici, grand A désigne une partie de R, donc c'est un sous-ensemble de l'ensemble des réels. On dit que A est majoré si jamais il existe un nombre grand M qui est plus grand que tous les éléments de grand A. Autrement dit, tel que pour tout x de grand A, petit x est inférieur à grand M. Ici, j'insiste sur le fait que grand M est un nombre, c'est pas une suite de nombres, c'est juste un nombre, c'est-à-dire une constante. Si cette situation arrive, alors on dit que ce nombre grand M est un majorant de grand A. Ok. Ensuite, symétriquement,
On dit qu'une partie grand A est minorée si jamais il existe un nombre petit m qui est plus petit que tous les éléments de grand A. Enfin, dans ces cas-là, on dit que petit m est un minorant. Et enfin, on dit que grand A est une partie de R qui est bornée si jamais elle est à la fois majorée et minorée. Alors prenons un exemple pour fixer les choses. Je vous invite à regarder ici cet ensemble. Grand A, c'est une union de deux intervalles, l'union de l'intervalle moins 2,3 et de l'intervalle 4, 6. Si je représente cet ensemble A sur l'axe des réels, eh bien il est là en rouge. C'est bien une partie de grand R. Cette partie de grand R, on peut dire qu'elle est bornée, puisque elle admet un minorant, par exemple moins 2 est un minorant, hein, il est plus grand que tous les éléments de grand A. Quand on dit plus grand, c'est plus petit, pardon, il est plus petit que tous les éléments de grand A. Quand on dit plus petit, c'est plus petit ou égal, hein, donc ici, tous les éléments de grand A sont bien plus grands que moins 2. Et puis deuxièmement, il admet un majorant, par exemple 6 est un majorant convenable pour grand A. On peut donc écrire la phrase suivante, grand A est borné par le nombre petit m égale moins 2 et le nombre grand M égale à 6. Mais en fait, on a l'embarras du choix. On peut très bien trouver d'autres majorants. Par exemple, un autre majorant tout à fait valable, c'est 8. Et un autre minorant tout à fait valable, c'est par exemple moins 5. On comprend alors que si jamais une partie de R admet un majorant, alors automatiquement il va admettre une infinité de majorants, puisque dès qu'on a un majorant, tous les nombres qui sont plus grands que ce majorant sont, à plus forte raison, eux-mêmes des majorants, et puis symétriquement, même chose pour les minorants. Maintenant, parmi les majorants, on sent qu'il y en a un qu'on va pouvoir décrire comme étant le majorant optimal, et c'est 6. Quand je dis optimal, c'est le majorant le plus petit possible. Et c'est lui qu'on va appeler la borne supérieure de grand A. De la même manière, on sent qu'il y a un minorant optimal, ici qui va être moins 2, c'est le minorant qui est le plus grand possible, et c'est lui qu'on va appeler la borne inférieure de grand A. On va y revenir. Une première tentative pour essayer de donner un sens à cette notion de majorant optimal, c'est la notion de maximum. Lisons ensemble cette définition. Une nouvelle fois, grand A désigne une partie de R. Et on va dire la chose suivante, si jamais cette partie A est majorée, et qu'elle possède un majorant, mais pas n'importe lequel, un majorant qui appartient à l'ensemble A, alors ce majorant est unique, et on l'appelle le maximum de A. À ce moment-là, on le note max de A. Donc vous voyez, on demande non plus au nombre pour être le maximum de A d'être juste un majorant n'importe lequel, mais non seulement d'être un majorant, mais aussi d'être soi-même, lui-même, un élément de grand A. Symétriquement, si A est une partie minorée et qu'elle possède un minorant qui appartient à grand A, alors celui-ci est unique et on l'appelle le minimum de grand A, noté min de A. Bon, alors ce théorème définition comporte une partie théorème qui est l'unicité du maximum. On dit si jamais il existe, alors il est unique. Commençons par démontrer ce point. Comme d'habitude, pour démontrer l'unicité d'un objet, on suppose qu'il existe deux maximums m et m tilde. Et à ce moment-là, en fait, regardez, on va dire la chose suivante. Tout d'abord, m tilde, c'est un majorant de A. Et puis, on sait par définition du maximum que M est censé appartenir à A. Donc, comme tout élément de A, il est donc plus petit qu'un majorant de A. Autrement dit, on a M qui est plus petit que M tilde. Mais ce raisonnement, je peux le faire totalement symétriquement en changeant le rôle de M et M tilde. Vous voyez, M tilde est un élément de A, et M est censé être un majorant de A, donc M tilde est plus petit que M. Du coup, en ayant que M tilde est à la fois plus petit et plus grand que M, eh bien on a que M tilde est égal à M. Ok, ça termine la démonstration de l'unicité du maximum s'il existe. Et je dis bien s'il existe, puisque on va voir en fait que le problème de cette notion de maximum, et symétriquement du minimum, c'est qu'il n'existe pas forcément. Regardons un exemple. On reprend cette fameuse partie A qui était une union de deux intervalles. Intéressons-nous à si jamais elle admet un minimum. La réponse est oui. Le minimum de grand A, ça va être moins 2. En effet, moins 2 remplit les deux conditions pour être le minimum de grand A. Premièrement, c'est un majorant de grand A, on en a déjà parlé. Et deuxièmement, c'est bien un élément de grand A. Il appartient à grand A, puisque dans la définition ici de grand A, on a mis un crochet fermé, ce qui signifie donc que moins 2 appartient à grand A. Maintenant, c'est pour la définition du maximum qu'on va avoir un problème. Pour être un maximum de grand A, d'abord il faut être un majorant de grand A. Or,
les majorants de grand A, ce sont les nombres qui sont situés ici, et donc ce sont les nombres qui sont plus grands que 6. 6 inclus, hein, bien évidemment. 6 est lui-même un majorant de grand A. Ainsi, si je m'intéresse à l'ensemble des majorants de grand A, eh bien c'est l'ensemble que j'ai mis ici, l'ensemble 6, plus l'infini avec 6 inclus. Tous ces éléments sont bien des majorants. Et puis, deuxièmement, si je prends un réel qui est à l'inverse strictement inférieur à 6, alors ce n'est pas un majorant de grand A, puisqu'il y aura bien un élément de grand A qui sera strictement plus grand que ce nombre. Et maintenant, la deuxième condition pour être le maximum de grand A, c'est d'appartenir à grand A. Et là, on voit le problème. Ce qui se passe, c'est que tous les réels qui figurent dans cet ensemble-là n'appartiennent pas à grand A, y compris 6, puisque ici, vous voyez dans la définition de grand A, 6 est exclu de cet intervalle. Donc problème, parmi tous les majorants de grand A, aucun n'appartient à grand A. Donc grand A n'admet pas de maximum. On voit donc par cet exemple simple que la notion de maximum et la notion de minimum ne vont pas être très satisfaisantes intellectuellement, elles ne vont pas avoir une grande importance en analyse, parce que, eh bien, selon les situations, elles peuvent exister ou ne pas exister. Alors que nous, pour ce qu'on aimerait définir, la borne supérieure, c'est-à-dire comme un majorant optimal, on veut bien évidemment que ce soit des notions qui existent toujours. Alors, après avoir vu une idée qui ne marche pas, voyons maintenant l'idée qui marche. On en arrive donc au théorème définition suivant, qui est le centre de cette vidéo, la propriété de la borne supérieure. Le contexte est le suivant, grand A désigne toujours une partie de R, et voilà ce que dit ce théorème définition. Si grand A est non vide et majoré, bien évidemment on s'intéresse à une partie de R qui est majorée, hein. Si jamais elle n'est pas majorée, alors bon, c'est fini, il n'y a plus rien à dire. Alors, attention, c'est là où il faut se concentrer. L'ensemble de ces majorants admet un plus petit élément, c'est-à-dire admet un minimum. Ce plus petit majorant de A est appelé la borne supérieure de A et il est noté sup de A. Donc bien comprendre que c'est en deux étapes. Tout d'abord, on considère l'ensemble des majorants et ensuite, parmi ces majorants, on prend le plus petit d'entre eux. Symétriquement maintenant, si jamais A est une partie non vide minorée, alors l'ensemble de ces minorants admet un plus grand élément, un maximum, et ce plus grand minorant de A est appelé la borne inférieure de A et il est noté inf de A. Vérifions que ce théorème marche sur cette partie grand A que l'on suit depuis le début de cette vidéo. Pour cette partie grand A, nous l'avons dit, l'ensemble des majorants de grand A, ce sont les nombres qui sont plus grands que 6, inclus. C'est important que 6 soit inclus dans cet ensemble, puisque, maintenant qu'on l'a sous les yeux, on constate bien que cet ensemble des majorants admet un minimum. 6 ici est le plus petit des majorants de grand A, donc cette borne supérieure existe et elle vaut 6. Ensuite, l'ensemble des minorants de grand A, ce sont les nombres qui sont inférieurs à moins 2 et moins 2 inclus, puisque moins 2 est lui-même un minorant de grand A. De nouveau, c'est important de dire que moins 2 est inclus dans cet ensemble des minorants, puisqu'on constate que cet ensemble admet un plus grand élément, il admet un maximum. Ce maximum est donc la borne inférieure de grand A. On voit dans cet exemple que bien qu'on ait pris un ensemble qui a ici une frontière à droite ouverte et une frontière à gauche fermée, la borne supérieure et la borne inférieure existent. Bien évidemment, il y en a un des deux qui est atteint, c'est la borne inférieure, elle est atteinte par l'ensemble A, et pas l'autre, la borne supérieure, 6, n'est pas atteinte par l'ensemble grand A. Alors attention, à ce stade, il ne faudrait pas que cet exemple un peu simple donne l'illusion qu'une partie de R c'est un intervalle ou éventuellement une réunion d'intervalles. Non, ce n'est pas le cas. De façon générale, une partie de R, ça peut être quelque chose qui est extrêmement complexe. Pour s'en convaincre, en fait, il suffit de regarder cet ensemble-là, l'ensemble Q, qui est appelé l'ensemble des rationnels, qui est l'ensemble des réels qui peuvent s'écrire comme une fraction d'entier. Cet ensemble, c'est bien une partie de R, puisque c'est un ensemble qui est composé de nombres réels. On sait aussi que ce n'est pas R tout entier, puisqu'il y a des nombres qui ne sont pas rationnels. Par exemple, racine de 2, on l'avait démontré. En revanche, en fait, c'est un ensemble qui est, on pourrait dire, relativement omniprésent dans R, au sens où, si jamais vous prenez un intervalle de R,
aussi petit soit-il, eh bien cet intervalle va contenir une infinité de rationnels. Quand un ensemble vérifie cette propriété, les mathématiciens disent que c'est un ensemble qui est dense, D-E-N-S-E, dense dans R. Bon, donc à ce stade, on pourrait se dire, ah bah ok, du coup ça signifie que les rationnels, bah, c'est à peu près tous les réels, sauf éventuellement quelques réels isolés, du genre racine de 2 et d'autres. Mais en fait, non plus. Parce que si jamais vous regardez son complémentaire dans R, l'ensemble des irrationnels, des nombres qui ne s'écrivent pas comme une fraction de 2 entiers, eh bien cet ensemble est lui aussi dense dans R. Pareil, si jamais vous prenez un petit intervalle de R, je peux reprendre même le même intervalle qu'avant, n'importe quel intervalle de R, aussi petit soit-il, va contenir aussi une infinité d'irrationnels. Du coup, en fait, sur la droite réelle, ces deux ensembles Q que je mets en rouge et R privé de Q que je mets en vert, ils sont pas vraiment dessinables, ils sont pas représentables, puisque vous avez une sorte de cohabitation partout, de points rouges, les rationnels, et de points verts, les irrationnels. Chacun de ces deux ensembles est en quelque sorte, un nuage de points dans R. Si on a ça en tête et qu'on comprend qu'une partie de R peut être quelque chose d'extrêmement irrégulier, extrêmement complexe, alors on comprend que cette propriété de la borne supérieure, qui dit que dans tous les cas, quand on a une partie non vide majorée, que dans tous ces cas-là, cet ensemble admet une borne supérieure, qu'il existe une borne supérieure à cet ensemble, eh bien ce n'est absolument pas un théorème évident, c'est tout sauf trivial, c'est un théorème difficile et très fondamental en mathématiques. Malheureusement, avec les outils de PCSI, on ne peut pas démontrer ce théorème, parce que pour démontrer ce théorème, ça nécessiterait un travail plus fondamental que ce qu'on fait en PCSI sur la définition même de ce qu'est l'ensemble des réels, et là ça nous emmènerait vraiment vers des développements très théoriques qui ne sont pas vraiment en lien avec nos objectifs. Donc c'est un théorème que l'on admet en PCSI et en MPSI aussi d'ailleurs. Enfin et surtout, le théorème de la borne supérieure, la propriété de la borne supérieure, est un théorème d'existence. En effet, il dit la chose suivante, il dit si tu as une partie non vide majorée, il existe une borne supérieure, elle admet une borne supérieure. Mais par contre, le théorème ne dit pas du tout quelle est cette borne supérieure, il ne dit pas comment la calculer explicitement. Donc c'est un théorème qui est très théorique. C'est pas du tout le seul théorème d'existence que vous connaissez en analyse. Vous connaissez bien d'autres théorèmes d'existence, comme par exemple le théorème des valeurs intermédiaires. Le théorème des valeurs intermédiaires, il te dit, si par exemple tu prends une valeur intermédiaire ici, elle admet un antécédent par ta fonction. Donc il existe un antécédent. Mais cet antécédent, le théorème ne te dit absolument pas ce qu'il vaut ou comment le calculer explicitement. Autre théorème d'existence que vous connaissez déjà, c'est le théorème de la limite monotone. Si tu as une suite croissante et majorée, alors elle admet une limite. Même chose, c'est un théorème d'existence. Il existe une limite, mais le théorème ne te dit pas du tout quelle est cette limite, ni comment la calculer. Ces théorèmes, on va les revoir, on va les démontrer, et on en verra d'autres d'ailleurs, il y a beaucoup de théorèmes d'existence comme ça théoriques en analyse. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que tous ces théorèmes, je dis bien tous sans exception, sont en fait une conséquence du théorème de la borne supérieure. En d'autres termes, en fait, ce qu'on a sous les yeux, la propriété de la borne supérieure, c'est le père universel de tous les théorèmes d'existence en analyse, ou plutôt tous les théorèmes d'existence d'analyse qu'on va voir en classe préparatoire. Petite parenthèse, si jamais vous considérez une partie grand A de R qui n'est pas majorée, alors on donne quand même un sens à sa borne supérieure, et c'est le suivant, c'est une convention, on pose que la borne supérieure de A, c'est plus l'infini. N'y voyez rien de très mystérieux, en fait c'est juste une notation, c'est quelque chose qu'on écrit pour signifier que grand A n'admet pas de majorant, que ce n'est pas une partie de R qui est majorée. Symétriquement, si jamais vous prenez une partie de R qui n'est pas minorée, alors on va noter que sa borne inférieure, c'est moins l'infini. De cette façon, ça permet d'avoir qu'une partie de R admet toujours une borne inférieure et une borne supérieure, quitte à ce qu'elle vaille moins l'infini ou plus l'infini. Un exemple qu'on peut donner par exemple à ce stade, c'est l'ensemble grand N. C'est un ensemble qui n'est pas majoré. En effet, vous pouvez prendre n'importe quel réel aussi grand soit-il, il y aura toujours des entiers naturels qui seront plus grands que lui. Donc l'ensemble grand N n'admet pas de majorant. On va donc pouvoir écrire la chose suivante. Le sup de grand N, c'est plus l'infini.
D'autre part, bien évidemment, grand N est minoré. Un minorant qui marche, c'est 0. 0, il est plus petit que tous les antinaturels. Et puis de manière générale, n'importe quel réel négatif est un minorant de grand N. Parmi ces minorants, le plus grand d'entre eux, c'est 0. Ce qui nous permet donc de dire que la borne inférieure de grand N, c'est 0, puisque c'est le plus grand de ces minorants. Continuons à nous familiariser avec ces notions de borne inférieure et borne supérieure en prenant un exemple un petit peu plus compliqué. Cette fois-ci, on va regarder l'ensemble grand A qui est égal à l'ensemble des 1 sur n, où n décrit tout l'ensemble des entiers naturels. En d'autres termes, l'ensemble grand A, c'est l'ensemble des réels qui sont l'inverse d'un entier naturel. Alors sur le dessin, ce sont donc les points que j'ai représentés en rouge ici. On a 1, puis 1/2, 1 tiers, 1 quart, etc., etc. Cet ensemble, c'est bien une partie de R, puisque c'est un ensemble qui est composé de réels, et puis en plus, il est majoré, puisque par exemple les 1 sur n, ils sont tous plus petits que 1, et il est également minoré, puisque les 1 sur n, ils sont tous positifs. Donc c'est un ensemble qui va admettre à la fois une borne supérieure et une borne inférieure, et c'est ça la question qu'on va se poser. Que valent eh bien, ces deux bornes? Celle qui est le plus simple à déterminer et à prouver, c'est la borne supérieure. On le voit sur le dessin, la borne supérieure de grand A, ça va être 1. En fait, ici, il n'y a pas vraiment de difficulté, puisque 1 est un majorant de A, les 1 sur n sont tous plus petits que 1. Et d'autre part, cette valeur 1, elle est atteinte par A. C'est un élément de A. Du coup, c'est forcément le plus petit des majorants, puisque n'importe quelle valeur strictement plus petite que 1 ne peut pas être un majorant de grand A, puisque bien il y a ce nombre 1 qui est strictement plus grand que lui par définition. Donc ici, sans difficulté, on va pouvoir dire que 1 est la borne supérieure de A, et c'est même le maximum de A, puisque c'est un majorant de A qui appartient à A. Bon, ok pour la borne supérieure. Maintenant, les choses se compliquent un peu quand on s'intéresse à la borne inférieure de grand A. En fait, sur le dessin, on peut un petit peu intuiter quel nombre va être la borne inférieure et voir que ça va être 0. Alors, pourquoi 0? Parce que, bon, c'est un minorant. Et puis, d'autre part, ici, les 1 sur n, ils vont pouvoir se rapprocher arbitrairement près de ce nombre 0. Donc, on se doute qu'il ne va pas y avoir de minorant plus grand que 0. Encore faut-il maintenant le démontrer. Donc on va le faire en revenant vraiment à la définition de la borne inférieure. La borne inférieure, c'est un minorant, et pas n'importe lequel, c'est le plus grand des minorants. Commençons par dire que 0 est un minorant de grand A, ça c'est sûr, les 1 sur n ils sont tous plus grands que 0. Et maintenant, passons à la partie difficile, c'est-à-dire le fait de montrer que c'est le plus grand des majorants. Ici, pour le montrer, on va le faire par l'absurde. On imagine qu'il existe un minorant qui est strictement plus grand que 0. Ce minorant, imaginons qu'on lui donne un nom, on l'appelle par exemple le petit m. Sur le dessin, j'ai donc 0 qui est ici, et donc m est un nombre qui est strictement plus grand que lui. Ça ne va pas marcher, ça ne va pas pouvoir être un minorant de grand A, et on s'en aperçoit en zoomant ici sur ce qui se passe là. Pourquoi? En fait, les 1 sur n, lorsque n va devenir de plus en plus grand, eh bien, vont devenir strictement inférieurs à petit m. Et ça pose un problème, puisque ça montre qu'il existe des éléments de A qui sont strictement plus petits que petit m, et que donc petit m n'est pas un minorant de grand A. Alors, je dis pour n suffisamment grand, les 1 sur n vont devenir strictement plus petits que petit m, mais il faudrait être un peu plus précis pour comprendre quand est-ce que ça va marcher. En fait, on est en train de chercher les n qui vérifient que 1 sur n est plus petit que grand m, et ça, par équivalence, c'est pas très compliqué. Ça me donne que c'est équivalent à dire que n est strictement plus grand que 1 sur m. Donc si jamais je veux, moi il m'en faut qu'un seul, on est d'accord, il me faut juste un seul élément de A qui est strictement plus petit que m. Donc s'il me faut un entier n qui vérifie ça, eh ben, il suffit de poser, alors attendez, je pose un entier naturel grand N qui vaut, il faut que ça soit un entier, donc je peux pas prendre ici 1 sur petit m. Par contre, ce que je peux faire, c'est prendre la partie entière de petit m, mais ça marche toujours pas parce que là, ici, le grand N que j'ai pris, il n'est pas strictement plus grand que 1 sur m, il est plus petit. La partie entière de 1 sur m, c'est plus petit que 1 sur m, mais pour m'assurer que cet entier devienne plus grand, j'ai juste à rajouter plus 1.
Vous voyez ici sur le dessin, 1 sur m, il est là. Du coup, si je prends sa partie entière, je suis ici. Et maintenant, si je prends sa partie entière plus 1, je suis ici. Et donc, j'ai bien un entier qui est strictement plus grand que 1 sur m. Étant donné donc que par construction, grand N est strictement plus grand que 1 sur m, alors 1 sur grand N est strictement plus petit que petit m. Et 1 sur grand N, il appartient à grand A. Donc cela montre que petit m n'est pas un minorant de grand A et on obtient une contradiction. Conclusion, l'ensemble grand A n'admet pas de minorant strictement plus grand que 0. Et donc 0 est la borne inférieure de grand A puisque c'est le plus grand des minorants. On arrive maintenant à une remarque très importante sur la borne supérieure et qui va pas mal éclairer cette notion. On considère la situation qu'on a vue depuis le début, c'est-à-dire une partie de R grand A que l'on va supposer non vide et majorée, de sorte qu'elle admet une borne supérieure, et cette borne supérieure, on va l'appeler alpha. On a vu sur les exemples précédents qu'il était parfois possible que cette valeur alpha soit atteinte par grand A, c'est-à-dire qu'elle soit elle-même un élément de grand A. À ce moment-là, cette valeur est le maximum de grand A, puisque c'est un majorant de grand A, et que en plus il appartient à grand A. Alors on avait rencontré cette situation dans le premier exemple avec ici la borne inférieure, moins 2, qui appartenait bien à grand A, et on l'avait rencontré dans le deuxième exemple ici, avec la borne supérieure, cette fois-ci 1, qui était bien un élément de grand A. Cette borne supérieure était atteinte par grand A. Mais ces exemples ont également montré que cette borne supérieure pouvait, dans certains cas aussi, ne pas être atteinte par A, c'est-à-dire ne pas être un élément de A. Cette situation avait lieu ici, où 0 était bien la borne inférieure de l'ensemble des 1 sur n, mais il n'était pas atteint par grand A, au sens où aucun des éléments 1 sur n n'était égal à 0. Cette situation également, elle avait lieu ici, où la borne supérieure de notre ensemble A, qui était 6, n'était pas un élément de grand A. Donc la borne supérieure n'est pas forcément atteinte par grand A. Mais ce qui va toujours être vrai, et c'est ce que dit justement cette remarque, c'est que cette borne supérieure, alpha, va toujours être, entre guillemets, presque atteinte par grand A. Au sens où, si jamais vous prenez un nombre strictement positif epsilon, et que vous regardez ici cet intervalle-là, l'intervalle alpha moins epsilon virgule alpha, en d'autres termes, en fait, un intervalle à gauche ici de alpha, eh bien, cet intervalle-là, aussi petit soit-il, c'est-à-dire aussi petit epsilon soit-il, va toujours contenir au moins un élément de grand A. Pour le démontrer, en fait, c'est une simple utilisation de la définition de la borne supérieure. Regardez, ici, le nombre qui est à cet endroit-là, c'est le nombre alpha moins epsilon, et on peut tout simplement raisonner par l'absurde. Si jamais dans cet intervalle-là, il n'y a pas d'éléments de grand A. On sait que également il n'y en a pas ici, puisque alpha est par définition un majorant de grand A. Ça veut donc dire que tous les éléments de grand A se situent ici, c'est-à-dire sont tous inférieurs à alpha moins epsilon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce nombre alpha moins epsilon est donc un majorant de grand A. Mais ça, c'est pas possible, parce que alpha est censé être le plus petit des majorants, et alpha moins epsilon est strictement plus petit que alpha, donc cela contredit la définition de la borne supérieure. Conclusion, quel que soit l'intervalle ici que vous prenez à gauche de votre borne supérieure alpha, si cet intervalle est de longueur strictement positive, alors il contiendra au moins un élément de grand A. La borne supérieure est donc toujours presque atteinte par les éléments de grand A, et il faudra s'en souvenir dans la suite. On va finir cette vidéo avec une partie qui est plus anecdotique, moins importante. C'est une réflexion un peu théorique sur la nature de ce qu'on appelle les intervalles dans R. Alors, la définition d'un intervalle, on l'avait vu. Un intervalle, c'est une partie de R qui est de l'un des 4 types suivants, où A et B sont soit des réels, soit éventuellement moins l'infini pour petit a, et plus l'infini pour petit b. Ici, on va s'intéresser à une proposition qui cherche en fait à caractériser ces parties de R, les intervalles. Lisons-la ensemble.
les intervalles de R sont très exactement les parties de R qui sont, entre guillemets, sans trou, c'est-à-dire qui vérifient la propriété suivante. Ce sont des parties grand I de R, telles que si vous prenez 2 points de votre partie grand I, X et Y, alors tout le segment compris entre X et Y est inclus dans grand I. C'est pour ça qu'on dit que c'est un ensemble sans trou, puisque sur la droite réelle, si jamais vous avez deux éléments X qui appartient à I et Y qui appartient à I, alors il n'y a pas de trou entre X et Y, tous les éléments entre X et Y eux-mêmes appartiennent à grand I. On voit bien par exemple que R étoile ne vérifie pas cette propriété de ne pas avoir de trou, puisque R étoile, si jamais vous prenez -1, il appartient à R étoile, et 1 qui appartient à R étoile, et bien entre les deux, vous avez bien un problème qui est 0, qui n'appartient pas à R étoile. Bon, donc la proposition dit la chose suivante, elle dit qu'en fait les seuls ensembles, les seules parties de R qui vérifient cette propriété de ne pas avoir de trou, eh bien ce sont les intervalles. Alors il faut faire les deux sens. D'abord montrer que les intervalles n'ont pas de trou. Bon, ça c'est sûr, bien évidemment que les intervalles vérifient cette propriété, et puis surtout la réciproque, c'est-à-dire que si vous prenez une partie de R qui n'admet pas de trou, c'est-à-dire qui vérifie cette propriété étoile, alors forcément c'est un intervalle, c'est-à-dire que c'est une partie de ce type. Alors, pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on voit ça? Eh bien, c'est parce que dans cette démonstration, si jamais vous prenez un ensemble I qui n'a pas de trou, il va bien falloir montrer l'existence d'un petit a et d'un petit b, tel que I est égal à A virgule B, avec ici soit ouvert, soit fermé, on ne sait pas trop, ça peut être un des quatre ensemble, mais il va bien falloir montrer l'existence de A et B. Or, eh bien, qu'est-ce qu'on va prendre comme définition de petit a et de petit b? Bien évidemment, on va poser petit a qui est la borne inférieure de I et b qui est la borne supérieure de I, et on sait par le théorème de la borne supérieure que ces deux quantités sont bien définies, quitte à ce que eh bien, petit a vaille moins l'infini et petit b vaille plus l'infini. À partir du moment où on a posé a et b de cette manière-là, ben en fait c'est globalement une vérification que de démontrer que grand I c'est bien l'intervalle compris entre petit a et petit b. Bon, cette proposition va pas être très utile en pratique, mais bon, elle est intéressante intellectuellement, et puis on verra une fois ou deux dans l'année que sur des démonstrations théoriques, elle pourra s'avérer utile.